Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche 21 décembre 2025 pour célébrer ensemble le solstice d'hiver. Alors vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis complètement malade et encore j'ai récupéré ma voix, c'est pourquoi j'en profite pour tourner cette vidéo avant de la perdre à nouveau. Je pense que je ferai quelques petites pauses au cours du tournage ici pour pouvoir la récupérer, pour pouvoir tousser un peu comme au cinéma des entr'actes. Autrement, je ne vais peut-être pas y arriver. Mais je suis ravie de pouvoir tourner cette vidéo qui me tient très à cœur pour la symbolique même du solstice d'hiver. Ce solstice pour moi représente le passage de l'automne à l'hiver, et c'est pourquoi je voulais profiter de ce moment pour vous parler de mes lectures idéales pour l'automne et l'hiver. Le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue et là où la lumière est au plus bas. C'est pourquoi nous allons partir sur un univers complètement sombre, dark, mais je vous rassure, très cocooning pour autant. Pour ne pas m'éparpiller, je me suis vraiment aidée au fil de mes lectures de ce carnet de lecture réalisé par Audrey du Souffle des mots. C'est la première fois que je m'en procure un puisque ce n'est pas la première année qu'elle en fait un, mais celui-ci j'ai vraiment craqué pour son hardback et je dois dire que pour une fois j'arrive à suivre le fil de mes lectures. Certaines personnes attendent 2026 pour l'entamer, moi je n'ai pas su attendre puisque comme vous le savez je suis actuellement dans mon challenge personnel de relire tous les livres que je possède. Je vous remettrai d'ailleurs ici le petit i de la vidéo dans laquelle j'en parle, tous les relire, le fait que je prenne chaque livre que je possède et qui va passer au crible de mon regard pour savoir si je le garde ou non dans ma bibliothèque. C'est un challenge assez conséquent puisque je possède quand même beaucoup de livres. D'ailleurs ici, vous avez une partie de ma pile à lire ici en cours. Et forcément, le temps de les lire, ça prend un certain temps. Ce n'est pas les Hunger Games de la pile à lire comme on le voit en ce moment sur Booktube, mais c'est un challenge personnel qui est tout à fait similaire puisque ça reste quand même un sacré défi de pouvoir être dans une forme de presque no-buy et de pouvoir tous les relire. C'est pourquoi ce carnet de lecture va m'être très utile pour vraiment recenser chacune de mes lectures comme je le fais ici, vous le voyez. J'essaie de m'y tenir. Pour l'instant, ça tient, je dois dire, et ça me permet d'écrire mes chroniques, mes avis littéraires et surtout ce que chacun de ces livres m'a inspiré. Donc je vais m'y référer bien entendu pour pouvoir vous en parler de façon plus concise et je vais commencer tout de suite avec un coup de cœur. J'ai vraiment commencé ce défi personnel avec 5 bouquins d'un même univers. Vous allez le voir, il y a quand même un fil conducteur à tous ces livres et j'ai hâte de vous les faire découvrir, notamment le premier qui a été un coup de cœur et je vous invite vivement à le découvrir. Il s'agit, attendez que je l'attrape, il s'agit de If We Were Villains, écrit par M.L. Rio dans son édition collector, édition Castelmore. Regardez-moi ce jaspage, comme il est magnifique. J'ai littéralement craqué. Je lui ai mis la note de 5 sur 5, de 19 sur 20 sur Livre Addict. Ça a été un véritable coup de cœur. Ici, nous plongeons dans un univers qui s'apparente au cercle des poètes disparus, que j'ai juste ici d'ailleurs, puisque je voulais m'y remettre, le revisionner pour justement rester dans cet univers tellement j'ai aimé. Nous allons suivre un groupe de plusieurs étudiants qui sont dans une université type Oxford pour apprendre l'art. Ils sont en dernière année et ici nous allons suivre Oliver qui narre cette histoire et qui relate cette dernière année puisqu'il a passé 10 ans de sa vie en prison, inculpé pour meurtre d'un de ses camarades. On est pleinement dans une dark academy. Ici, le livre est référencé comme étant du genre policier. Pour moi, alors certes, il y a un policier dans l'histoire, mais pour moi, c'est typiquement une dark academy drame. On est vraiment dans cette ambiance fascinante, sombre, mystérieuse dans cette académie qui, à l'instar de Poudlard ou d'Oxford, comme je vous disais, est prenante. On revit nos années universitaires. On a envie de savoir ce qui s'est passé. On apprend à connaître chacun des membres du groupe. Et c'est vraiment la plume ici de l'autrice qui nous porte, qui nous amène à aller vraiment, parce que c'est quand même une bricasse et ça se lit tout seul. Vraiment, j'ai adoré ma lecture. Je vous en parle bien davantage dans un podcast qui arrive tout bientôt. C'est pourquoi je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur mon avis lecture concernant ce bouquin parce que je vous en ai parlé
tout en profondeur et personnellement aussi en tant que lectrice de ce livre dans ce podcast qui arrive tout bientôt. Pourquoi un podcast dédié? Ça me semblait très important parce que ce livre a été une véritable source d'inspiration pour moi. Alors certes, dans mon expérience de lectrice, comme je vous le disais, mais aussi au-delà. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que je suis psychologue et professeure de yoga et ce livre a été le énième déclic pour moi, pour me lancer et pour aujourd'hui, j'en suis très heureuse de pouvoir vous annoncer que mon studio en ligne est enfin disponible, qu'il est accessible. Je vous mettrai le lien ici en barre d'informations. C'est un studio, une safe place que j'ai voulu pour pouvoir partager avec vous mes inspirations littéraires au travers de méditations guidées. J'en suis très fière parce que c'est un travail qui remonte à plusieurs années, qui a nécessité plusieurs événements de vie et plusieurs déclics pour pouvoir passer le cap. Et aujourd'hui, j'en suis très heureuse, il est disponible. Vous pouvez y accéder. Il y aura principalement des méditations guidées dans un premier temps parce que c'est un studio que je veux être pour moi l'incarnation de ce que je suis quelque part et de pouvoir partager avec vous au-delà des séances de yoga, des séances, des sessions inspirées de mes lectures. Et donc, ça a pour intention d'avoir un espace d'introspection, de retour à soi et de retour à l'essentiel, ce qui est aussi le solstice d'hiver. Et c'est pourquoi ce lancement se prête à merveille à ce moment de l'année qui, pour moi, symbolise aussi le fait de pouvoir se recentrer, de pouvoir se recroqueviller dans son foyer, se retrouver au coin du feu, à l'essentiel. Et c'est pourquoi je suis très heureuse de pouvoir le lancer maintenant, dès à présent. Je ne vous en parle pas non plus davantage ici dans cette vidéo parce que je pense consacrer une petite vidéo dédiée, mais n'hésitez pas à m'y rejoindre si vous voulez soutenir mon travail et surtout évoluer avec moi puisque c'est aussi l'objectif de ce lieu, c'est qu'il puisse démarrer tout petit, tout bébé et pouvoir grandir, évoluer au fil des lectures, au fil de mes coups de cœur, mais aussi au fil de ce que je suis et de comment j'évolue et des formations, des expériences bien sûr que j'ai aussi en parallèle dans le yoga. Chaque méditation guidée que vous trouverez sur le studio est une création personnelle, une adaptation libre. Un peu comme ici, l'autrice y fait référence au processus de création. C'est une histoire qui fait hommage à Shakespeare et à nombre de ses œuvres. Bien entendu, c'est une adaptation, là aussi. On n'y retrouve pas forcément les citations même de Shakespeare, ou déjà parce que les traductions, a priori, de ce que j'ai pu comprendre, lire Shakespeare en anglais et le traduire, c'est un exercice peut-être presque impossible. Donc déjà, en cela, il y a déjà une première interprétation, une première saisie. Mais l'autrice l'explique très bien ici dans son processus de création, qu'il était important pour elle, à la fois pour la fluidité de la lecture, mais aussi pour l'histoire, porter l'histoire, de pouvoir se l'approprier, de pouvoir aussi faire, comme elle l'appelle, de petits écarts vis-à-vis de l'œuvre originale. Et finalement, c'est ça une œuvre, c'est ça une création, c'est aussi de pouvoir quelque part s'inspirer de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on aime, pour pouvoir après, certes, s'en inspirer, mais se l'approprier pour pouvoir ajouter sa patte, sa petite touche personnelle, ce qu'on appelle la signature de chacun. Et c'est là aussi que, étant donné que j'étais dans cette pleine énergie, on va dire, créatrice, en parallèle de cette lecture, forcément le fait qu'elle y fasse référence et qu'elle parle aussi de crise d'anxiété créatrice, ça m'a forcément parlé et je le comprends. Et donc cette œuvre m'a parlé dans toutes ses dimensions, à la fois dans ce livre-objet qui est des plus magnifiques, dans son contenu, dans le fait de découvrir Shakespeare et dans tout ce qui est création autour, émancipation de l'œuvre, aller au-delà des lignes. Et puisqu'il m'a inspiré Shakespeare et qu'il m'a fait découvrir toutes ses œuvres, bien entendu, j'ai voulu aller plus loin, me cultiver là aussi, pouvoir un petit peu étoffer mon répertoire classique. Et donc, je me suis lancée dans la lecture de Shakespeare. Ce livre ne m'appartient pas, il m'a été prêté. J'en suis très reconnaissante puisqu'il m'a permis de découvrir 3 des œuvres de Shakespeare, à savoir Le Roi Lear, Macbeth et Othello. Ici, Shakespeare s'inspire lui aussi de faits
parfois réel, historique. C'est un auteur dramatique dans le théâtre pour adultes et je l'ai découvert ici. J'ai eu tout particulièrement ce coup de cœur pour Macbeth avec son ambiance mystérieuse. Ça se passe dans les Landes, en Écosse, avec ce château, cette brume, ce vent, les sorcières. C'est un drame historique, mais avec cette pincée de surnaturel. Et c'est en cela, je pense que je l'ai beaucoup aimé, puisque, vous le savez, j'ai une appétence pour le fantastique. Et donc, forcément, cette petite envolée surnaturelle m'a beaucoup plu. Ici, que ce soit dans Othello, Le Roi Lear ou Macbeth, Shakespeare traite de la folie humaine, la folie meurtrière. Ici, dans Macbeth, on est dans cette folie qui peut s'imprégner, s'insinuer en nous une fois qu'on a commis l'irréparable, l'irréversible quelque part, et de ne pouvoir y revenir et d'avoir ce souvenir-là à l'esprit qui peut nous rendre fous. Othello, il y a la folie liée à la jalousie, à la possession de l'autre. C'est très intéressant là aussi de voir combien cette folie peut nous amener à l'irréparable là aussi. Et forcément, c'est des drames, donc ça finit pas bien, sachez-le. C'est assez sombre, mais en même temps, j'ai trouvé que certaines de ces œuvres, comme justement Macbeth, restent humaines, montrent justement l'humain dans toutes ses différentes facettes. Dans If You Were Villains, on parle beaucoup du masque, des rôles que l'on porte. Ici, Shakespeare, il fait beaucoup référence dans le fait qu'on est capable du plus beau comme du plus sombre, mais en même temps, on n'est pas victime. Il insiste bien sur ce côté auteur de ses actes et responsabilité quelque part. Il questionne, je pense, cet aspect-là dans le sens où on choisit le mal ou on choisit le bien. On a toujours ce choix de pouvoir bien agir ou mal agir quelque part. C'est assez dichotomique ce discours-là, puisque finalement dans la réalité tout est fait de nuances, mais ici justement il insiste sur le fait qu'on est aussi responsable et que c'est parfois peut-être un peu trop facile de soumettre nos actes à cette force divine, à ce surnaturel, ce côté divinatoire, ce côté je n'y peux rien puisque c'est cette force qui m'a poussé à, voilà, de pouvoir se déresponsabiliser. Il questionne assez bien ce côté-là, ce que j'ai beaucoup apprécié. Il vient questionner la place de l'ego de chacun dans ses actes, l'ambition, l'envie de pouvoir, là aussi. Dans Le Roi Lear, il questionne la folie liée au vieillissement, celle qu'on rapporte aux fameuses démences, donc les troubles neurocognitifs, évolutifs, et de se dire à partir d'un moment où je ne suis plus considérée comme étant fiable ni crédible parce que je souffre d'oubli, de troubles cognitifs et donc on me considère comme étant fou. Là aussi, il questionne cette folie qui parfois peut être réelle ou simulée. C'est très intéressant. J'ai pas eu de coup de cœur comme je vous le disais pour cette œuvre-là parce que c'est aussi, il faut le rapporter à un contexte qui n'est plus celui d'aujourd'hui, qui du coup fait référence, là aussi je vais en reparler je pense dans le podcast, qui là aussi fait référence à des moments où ça m'a un peu fait tiquer, forcément le rapport aux femmes, la manière dont l'homme s'adresse à la femme et Poulette, enfin forcément moi ça m'a fait tiquer, mais il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque, dans ce qui était convenu, dans ce qui était admis, donc bon, ok, il n'y a pas de souci, je le prends comme tel. J'étais ravie de pouvoir découvrir ces œuvres, comme je le disais, Macbeth reste ma préférée, et j'ai particulièrement apprécié le fait que Shakespeare cherche toujours à faire plonger, à appuyer le couteau là où il faut pas, quelque part, pour aller encore plus loin dans le drame, aller un peu plus loin dans le côté mélodramatique et aller plus loin encore dans le côté désastreux de l'histoire. Ça m'a plutôt fait sourire. Donc j'ai plutôt apprécié ce moment de lecture. Et j'ai voulu continuer dans cette ambiance très mystique et notamment la place des oiseaux est très importante dans les œuvres de Shakespeare puisque dans If You Were Villains on fait référence au moineau de Hamlet que vous trouvez sur la couverture. Ici, on parle beaucoup dans Macbeth de corbeaux, les corbeaux comme cet esprit ailé qui est annonciateur d'un mauvais présage en général. Et donc, forcément, j'ai voulu aller un peu plus loin dans la connaissance des corbeaux, cet oiseau qui m'inspire aussi énormément et que je trouve fascinant, que je trouve magnifique pour sa couleur, pour sa robe, mais aussi pour toute sa symbolique.
Et donc j'ai lu Noir c'est noir, Les corbeaux dans l'art et le folklore aux éditions Pyramide. Regardez-moi cet objet livre là aussi qui est magnifique avec une citation d'Edgar Allan Poe juste au dos et même le livre derrière la jaquette reste très joli. Alors, néanmoins, ça a été pour moi une déception, ce livre-là. Je commence d'entrée, j'avoue, je le dis tout de suite. J'ai été fascinée par sa couverture, par en effet ces œuvres d'art qui sont recensées à l'intérieur. Je vous mettrai là aussi des plans du bouquin pour que vous puissiez y voir. C'est au niveau de la construction artistique du livre, je la trouve magnifique. Néanmoins, j'ai été déçue par son contenu. J'espérais apprendre davantage sur les corbeaux, sur leur symbolique, sur leur histoire, sur tout cela. Et en fait, ici, il s'agit d'un recensement de tout ce qui existe, de tout ce qui s'est fait en termes d'œuvres, qu'il s'agisse de peinture, de poèmes, de romans autour des corbeaux. Alors, ok, mais si c'est pour ça, j'étais capable de le faire moi-même, de faire des recherches Google pour avoir ce recensement. Et moi, j'espérais que, ok, avec le titre, on comprend qu'il s'agit d'un recensement, mais j'espérais que les auteurs, d'autant plus qu'il s'agit, je crois, d'une journaliste et d'un expert en graphisme, puissent aller un peu au-delà, nous apporter une plus-value à chacune de ces œuvres. À un moment donné, on a par exemple le poème très célèbre d'Edgar Allan Poe sur le corbeau. Alors, certes, c'est intéressant, mais du coup, il y fait référence. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé Google pour aller le lire, pour me rendre compte après que sur 3 pages, il nous le met dans le bouquin. Mais du coup, je me suis dit, alors très bien, il nous le met. Quelle en est son interprétation, son analyse, son regard? Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir le regard des auteurs. Bah non, on passe à autre chose. Et là, ça m'a manqué. En fait, je suis restée vraiment pleinement sur ma faim à me dire, mais quelle est la plus-value? Parce qu'en plus, ce livre est défendu comme étant un essai sur Livre Addict. Pour moi, un essai, c'est s'exposer, c'est porter un regard, c'est poser un point de vue, un angle de vue. Et là, je n'ai qu'un recensement de toutes les œuvres possibles, mais on passe de l'une à l'autre, on passe du coq à l'âne et on enchaîne et c'est tout. Donc ça se lit très vite, ça se contemple, je dirais qu'il y a un côté très contemplatif de cette œuvre-là. On passe des corbeaux blancs, des corbeaux. Là encore, c'est ma voix, désolée. On passe du corbeau blanc dans Game of Thrones à, comme je vous le disais, les œuvres du roi de la littérature gothique, donc Edgar Allan Poe. Donc certes, c'est très intéressant, on évoque les corbeaux qui sont présents dans la tour de Londres, ok, mais comme je vous le dis, ça m'a manqué de profondeur, d'un au-delà. Et donc, je ne le conserverai pas dans ma bibliothèque parce que j'ai été presque en colère en lisant ce bouquin, tellement je pense j'avais trop d'attentes. Et donc, ça ne l'a pas fait. Je suis passée à côté de cette lecture et j'en suis désolée parce que je pense que ce livre-objet pourra plaire à plus d'une personne et à plus d'un collectionneur pour le coup parce que comme je vous le disais, ne serait-ce que la jaquette, pouvoir l'afficher sur sa bibliothèque, c'est juste magnifique. Donc voilà, le corbeau reste un animal qui me fascine, qui est vu comme un... On a souvent tendance à voir son côté un peu sorceleur. Le corbeau est également un symbole de sagesse, de connaissance, d'esprit, puisque c'est un animal qui est très intelligent et qui peut se mémorer votre visage sur plusieurs années. Ça, il faut le savoir. Et c'est en cela que cet animal est aussi fascinant. C'est dans toute sa connaissance et dans tout ce qu'il revêt. Il a aussi cette symbolique un peu joueur, un peu canaille quelque part, parce qu'il aime, lors de son adolescence, pouvoir jouer, pouvoir s'amuser et pouvoir un petit peu faire preuve de malice. Son intelligence le lui permet, je pense. Et donc, il symbolise là aussi ce côté créatif, ce côté se saisir du réel pour pouvoir aller un peu au-delà et élaborer, hop, venir bousculer un petit peu les habitudes. C'est un des rares oiseaux qui me fascine et qui m'a incité quand même à acheter ce livre, mais pour lequel je ne le garderai pas dans ma bibliothèque et c'est comme ça. Des fois on tente et voilà. Et pour le coup, j'ai été de déception en déception, parce que j'ai voulu rester dans cet univers shakespearien, avec les oiseaux, avec toute cette œuvre classique. Et donc, j'ai profité d'avoir reçu et d'avoir eu la chance
de recevoir quelques œuvres de la rentrée littéraire pour me plonger dans l'une de ces œuvres qui fait référence à Shakespeare et notamment à ses sonnets. Je parle ici de Digression, écrit par Rosalind Brown. On va y suivre, oui, les petits, voilà, j'ai gardé les petites notes pour vous en parler. Pourquoi? Parce que on y suit une jeune étudiante ici qui prépare une dissertation et on va la suivre dans sa journée, dans son week-end où elle n'a plus que 24 heures ou 48 heures pour réaliser sa dissertation. Et on la suit dans ses états d'âme, dans ses digressions notamment, dans ses heures qu'elle consacre à l'écriture et donc au process d'écriture, et c'est en cela que j'ai été attirée aussi par ce livre, c'est qu'il y fait référence comme quoi l'autrice nous fait cheminer à travers les pouvoirs de la littérature et revisite l'écriture du quotidien. Ça, en cela, ça m'intéressait comme le processus créatif dont je vous parlais tout à l'heure, le processus d'écriture. Je trouvais ça intéressant de pouvoir se poser sur ce point de vue-là, sur cet angle-là. Et en fait, j'ai été assez surprise par ma lecture et gênée, je dirais, et je vous avoue que je me suis arrêtée après 50 pages parce que clairement, je n'ai pas adhéré du tout à la plume ni à l'approche. Je m'attendais justement à plonger encore dans cet univers shakespearien, dans ce stress de l'étudiant avant de rendre un écrit. Alors certes, je peux m'y retrouver dans certains aspects comme le fait de se lever à 6 heures du matin, de préparer son café. Vraiment, ici, on va tirer la pelote de laine et on va détricoter un petit peu chaque heure dans son détail. Mais parfois, j'avais l'impression, non pas que c'était trop, mais que ça allait trop vers des digressions d'ordre sexuel, voire vulgaire. Et moi, la vulgarité dans les livres, ce n'est absolument pas ce que je recherche. Quand j'ai besoin de lire, de me détendre, je ne cherche absolument pas la familiarité ni la vulgarité dans ce que je lis. Et c'est au contraire assez rédhibitoire chez moi. Et c'est en cela que je n'ai pas pu poursuivre ma lecture et que ça a été un abandon, malheureusement. Pour moi, ce livre était très prometteur et il recèle probablement de pépites, mais auxquelles je ne vais pas pouvoir accéder parce que personnellement, ce n'est pas une lecture pour moi. Pour vous donner quelques exemples, parce que ça peut paraître abstrait dit comme ça, mais c'est pour vous dire, le matin, elle se lève et elle va de suite focaliser sur la pression qui s'exerce sur sa vessie et son envie d'aller aux toilettes et d'uriner, et elle va vous décrire vraiment tout ce process qu'en tant que yogi, elle va avoir une manière de faire pipi plutôt qu'une autre. Alors moi-même qui pratique le yoga, je vous rassure, j'ai absolument pas de... Alors, je conscientise le fait d'aller aux toilettes, mais pas à ce point-là, en fait. Là, c'est part dans un extrême, et ça m'a mis mal à l'aise, en fait. Il y a aussi le fait qu'elle dédicace ce livre à ses parents pour seulement, dès les premiers chapitres, exprimer le fait qu'elle va à sa fenêtre avec son café et qu'elle voit les ouvriers qui travaillent sur le chantier d'en face, et là, qu'elle va s'imaginer qu'ils font appel à elle et qu'elle va se passer... qu'elle va descendre, quoi, et qu'elle va aller les rejoindre... pour culbuter, j'ai envie de dire, et répondre à ses envies et désirs sexuels avec eux. Non mais quoi? Pardon? Enfin, what? Alors, je ne dis pas que personne n'a jamais eu cette pensée à l'esprit. Je dis juste que ce livre est dédicacé à ses parents. Moi, je suis sa mère, je m'inquiète. Je me dis, ma fille, si tu en manques à ce point-là, de pouvoir investir l'ouvrier d'en face, et il y a eu des personnes qui ont été victimes d'agressions dans la vie de cet ordre-là, et j'ai trouvé ça indécent, je dois le dire, j'ai trouvé ça presque indécent d'exposer ça comme une banalité et comme une normalité en fait, et de ne pas la nuancer. Et là pour moi ça a été un what, non c'est pas possible, je ne peux pas lire ça en fait. Et donc j'ai été un peu gênée en effet, et je n'ai pas adhéré, je n'ai pas eu le temps de m'attacher en fait au personnage, et peut-être que justement ces digressions d'ordre sexuel et d'ordre qui font appel au désir de l'étudiante qui se consacre à fond dans ses études et qui du coup ne peut assouvir ses besoins autres, peut-être que ça l'aurait fait si c'était venu après dans ma lecture, à peu près vers la moitié. Mais là, dès le premier chapitre, l'alliance avec l'auteur n'est pas là. Je n'ai pas d'alliance ici de confiance. Je n'ai pas ce lien de confiance qui a été établi. Et donc pour moi, c'était trop. Ça tombait là comme ça et ça revenait tout le temps. Parce qu'on aurait pu faire des digressions sur d'autres sujets. Non, c'était toujours le sexe, toujours le côté vulgaire. La plume, c'est très oui, putain.
j'ai pas adhéré. Je dois vous le dire, je n'ai absolument pas adhéré. Je vais quand même vous lire le passage. Et si pour eux, elle se mettait toute nue à la fenêtre, les cheveux lâchés sur les épaules, les seins un peu durcis par le froid, mais le visage calme, l'air parfaitement détendu. Un des hommes murmura à l'autre, reste discret, mais si tu lèves les yeux, tu verras un spectacle tout à fait réjouissant. Il n'aurait aucun moyen de savoir si elle ne serait pas en train de se caresser, invisible en dessous de la fenêtre. Rapidement, il lèverait systématiquement les yeux vers elle, et peut-être un jour, il lui ferait signe de descendre, et l'emmènerait tranquillement dans une pièce située au plus profond de cette vieille faculté, où enfin, elle pourrait apprendre quelque chose. Non mais stop quoi. Et ça, je vous lis ce passage qui se déroule à la page 31. On est seulement à la page 31 lorsque je vous lis ça. Et c'est le énième passage qui m'a rebuté. Donc très honnêtement, j'ai arrêté ma lecture. Ça a été un abandon. Je pense qu'il pourra plaire à d'autres. Ça l'a pas fait avec moi. Tant pis. Et enfin, j'aimerais terminer cette pile à lire avec un deuxième coup de cœur que j'ai eu en début d'année 2025. Alors vous allez me dire pourquoi tu en parles maintenant. Comme je vous le disais dans le cadre de mon défi personnel, j'ai inclus ce livre dans ma pile à lire des livres d'automne-hiver, puisque c'est un livre qui se déroule en hiver. Attention, c'est un livre très mystérieux qui correspond donc à l'ambiance automnale, mais qui se déroule en hiver au Portugal et en Écosse, qui m'a donné clairement envie d'aller découvrir Édimbourg. C'est le livre des créatures écrit par Anna Brioni McGlendale aux éditions Chronica, une édition belge. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne à plusieurs reprises et je vous remettrai la vidéo dans laquelle je vous en parle beaucoup plus en détail. J'ai prévu également un podcast sur le sujet puisqu'il s'agit d'un réel coup de cœur qui m'a inspiré une méditation guidée là aussi qui est disponible actuellement sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller la découvrir là aussi. Il est sorti en 2024 donc il est très récent. Et j'en ai pas forcément beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'insiste beaucoup, je vous en parle ici. C'est un livre young adulte où l'on va suivre une jeune fille qui fait face à plusieurs pertes, à la fois celle de ses parents qui ont disparu et celle de sa grand-mère également disparue. Disparu est le mot puisqu'on ne sait pas réellement ce qui leur est arrivé et donc finalement ça va être un peu la métaphore du deuil et la métaphore de comment je peux surmonter ce deuil. Donc on ne sait pas si finalement on a affaire à réellement du fantastique ici ou s'il s'agit purement d'une création de son esprit. Et c'est en cela que ce livre est tout à fait intéressant et que j'ai voulu aller l'explorer davantage au travers de ce podcast qui arrivera, je pense, au mois de janvier, le temps que je puisse terminer le montage. Je tenais à vous en parler beaucoup plus en détail et notamment d'un point de vue psychologique, puisqu'il fait référence à un certain trouble que je ne dévoilerai pas ici aujourd'hui, mais que je vous laisserai découvrir dans le podcast dédié à cette lecture. Voilà, je vous laisse découvrir ce bouquin. Je n'ai pas forcément eu besoin de plus personnellement pour me le procurer et pour le dévorer. La simple couverture m'avait donné envie et je vous invite à en faire tout autant parce qu'il va vous plonger dans un univers immersif là aussi, comme If We Were Villains. Il va bien entendu intégrer ma bibliothèque. Il me reste à vous souhaiter de très bonnes lectures également. Je vais pouvoir installer le livre des créatures If We Were Villains ici à côté de ma figurine de l'automne que je me suis procurée. Vous l'avez vu, il s'agit de Nemesis Now, c'est ces fameuses figurines en fait que j'ai en petit parfois avec des petits chats ou des petits animaux fantastiques. Et ici j'ai littéralement craqué pour cette figurine qui est magnifique et je ne suis pas déçue du résultat. Je vous mettrai là aussi quelques plans, je pense, au début ou à la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je vous mets bien entendu en barre d'informations le lien du studio si vous souhaitez le découvrir dès maintenant, dès aujourd'hui. Bien sûr, au niveau de l'esthétique, là aussi, il aura pour vertu d'évoluer puisque j'apprends à me saisir de la plateforme Podia et donc il va évoluer avec moi. Si vous avez lu l'un de ces bouquins et que vous souhaitez m'en faire un retour, n'hésitez pas là aussi à me laisser un commentaire, à me faire part de votre lecture d'automne-hiver idéal. Et je vous souhaite un très bel hiver. Je vous dis à une toute prochaine. À bientôt. Mais je ne vous ai pas parlé de croque-mou. Voilà.
Regardez-moi ce petit chat. Alors oui, ce n'est pas un dragon puisque Croque-Mou c'est le nom du dragon dans Dragon. Mais regardez-moi ça. Je l'ai appelé Croque-Mou parce qu'il ne s'agit pas du chat dans Sailor Moon. Hein. Détrompez-vous, il n'y a pas la lune ici au centre au niveau de son front. Il est tout doux. Il est plat comme une carpette. Donc il m'a fait penser au côté mou de Croque-Mou.